Je suis très très content de me retrouver encore une fois de plus choisi pour animer la journée leadership du Forum Galien International. Quand vous vous êtes levé ce matin, vous avez dû prendre un très bon petit déjeuner et venir. Mais j'aimerais le témoignage de trois étudiants. Trois étudiants. Il y a le micro-baladeur, s'il vous plaît. Et j'ai juste trois questions à vous poser avant de rentrer dans le vif de mon sujet. Merci. Moussa, choisis-moi une très belle jeune fille parce que le professeur Gallo a dit que les femmes étaient plus intelligentes. Et j'espère que les gars, vous allez relever le défi. Parce que le professeur Gallo et moi, j'étais très jaloux de son très beau discours. Il a fait un très beau discours. N'est-ce pas? Alors, ça, mademoiselle, je peux vous inviter ici. Vous allez vous présenter et me dire comment vous vous appelez. Bonjour tout le monde. Alors je me présente, je suis Dr Khouloud Maafi. Je suis une pharmacienne résidente en biologie médicale. Je suis marocaine. Alors, je m'éloigne de vous, pas parce que je ne vous aime pas, mais c'est que ça va créer des interférences. Okay. Alors, montrez-moi comment vous avez réagi quand vous avez été informé que vous ferez partie de ceux qui vont aujourd'hui participer au Forum Galien. Quand j'étais au Maroc, Oui. Honnêtement, moi je voulais voyager et je voulais venir au Sénégal. C'était mon rêve d'ailleurs. Et quand ça a coïncidé... Et quand ça coïncidait avec le Forum Galien, moi je suis pharmacienne de formation. Vous savez que Galien, pour nous, c'est la référence. Donc je me suis dit, moi je vais assister. C'était vraiment un rêve. Oui. Là, je suis en train de le réaliser, alhamdoulilah. Tu as sauté, tu as dansé. Montre-moi ce que tu as fait. J'ai crié. Moi, je ne Mais vais pas crier maintenant. Allez, crie très fort. Libère-toi. Allez, de joie. Vas-y, crie. Quand j'ai reçu le message du professeur Cholet. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jeune homme, le beau gosse qui est là, toi viens ici. Alors, jeune homme, présente-toi. Bonjour tout le monde. Je suis Mendy Yvon, étudiant à l'UFS Sciences Médicales de Bouaké en Côte d'Ivoire, étudiant en 5e année de médecine. Dis-moi, pourquoi tu as décidé d'être médecin? Bon, de base, je voulais être chirurgien, déjà. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Hein? Non, je vais en venir. Dépêche-toi alors. Et puis, on m'a fait comprendre que non, tu ne peux pas être chirurgien sans passer par la médecine. D'abord, être médecin généraliste, puis te spécialiser. Et j'ai dit, ok, d'accord, je vais faire médecine alors. Donc, c'est par des circonstances que je fais médecine. Sinon, c'est la chirurgie mon objectif. C'est les circonstances qui m'intéressent. Pardon? Les circonstances qui m'intéressent. Ah, les circonstances? Oui. Je vais du principe que pour être un meilleur chirurgien, il faut être un bon médecin. Parce que je constate que la plupart des chirurgiens ont l'habitude de se jeter directement au bloc, de courir et tout. Et puis la surveillance post-opératoire n'est pas toujours ça. Et moi, vu que je suis dans le but d'exceller dans ma formation, je me dis, ok, je dois être un bon médecin généraliste. Et puis après, être un bon chirurgien et me faire un nom. Et puis voilà. Ok. Merci bien. Et quand vous avez reçu l'invitation que vous ferez partie du Galien, vous connaissez le Galien avant? Non. Vous avez découvert? Oui. Et quand on vous a dit que vous en ferez partie, qu'est-ce que ça vous a fait? Surpris, d'abord, parce que la formation médicale, c'est une formation de l'humilité. Donc, j'étais un peu en position en mode, pourquoi moi? Et puis, au vu du travail et tout ce qui va avec, je me suis dit, ah, c'est que je fais quand même du bon travail quand même. Donc, je ne suis pas si mauvais que ça. Il est courageux. On l'applaudit très fort. Merci bien, merci bien. Mademoiselle qui aime son téléphone plus que moi. Oui, vous venez. Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Vous préférez jouer avec votre téléphone. Comment vous vous appelez? Bonjour, moi je m'appelle Deifatou Ndiaye. Deifatou Ndiaye. Il y a des Diobènes dans la salle? Fatou, viens te mettre devant tout le monde. Voilà, merci bien.
Qu'est-ce que ça vous a fait d'écouter le discours de cette éminente personnalité qui est le professeur Gallo parler des valeurs de ces femmes aujourd'hui? Est-ce que vous vous retrouvez dans ça? Bien sûr. Je vais me présenter d'abord. Je suis au niveau du ministère de la Santé. Je suis avec Dr Anne. Je ne suis pas médecin, je suis gestionnaire. Voilà. Mais bon, je suis vraiment fière quand j'ai entendu le discours en tant que femme. Donc, parce que nous, comme on est au cœur des MNT et tout, donc je suis vraiment fière. Je vois l'importance qu'on apporte aux femmes et à leur protection. Oui, je suis vraiment fière. Alors, dis-moi une chose que le discours de professeur Gallo va changer dans ta vie. Bon, par exemple, ça m'a fait comprendre que nous, femmes, on doit surtout plus insister sur, comment dire, on doit en fait faire tout pour éviter les facteurs de risque sur les MNT et tout, parce que nous sommes en fait plus exposés, voire comme la sédentarité et tout, donc on doit se réveiller et porter le combat. Oui. On l'applaudit très fort. Merci. Merci tout le monde. Est-ce que le public anglophone reçoit l'interprétariat? Ça va? D'accord. Merci tout le monde. Mohamed? Quant à moi, mon parcours de vie est un peu compliqué ou bizarre. Choisissez le mot qui vous convient. Dans un contexte des années 90, nous n'avions pas votre chance. Il n'y avait pas encore de forum galien, il n'y avait pas ChatGPT. Et je pense que les connexions Internet, il fallait aller dans une maison, payer l'heure à 1000 francs, n'est-ce pas? Même pour le téléphone, dans des quartiers, peut-être, il n'y avait que 3 ou 4 maisons qui en avaient. Mais nous étions confrontés à la drogue, il y avait le sida aussi. J'ai perdu beaucoup d'amis qui sont morts du sida. Il y en a qui sont devenus aussi des usagers de drogue dure. Nous étions tous condamnés peut-être à suivre cette voie. Il y a des personnes exceptionnelles qui se sont levées et qui ont dit on peut quand même faire des choses pour une certaine génération. Ils auraient pu mener une vie normale. C'était des intellectuels, ils avaient une très belle carrière. Et il y en a une qui s'est particulièrement distinguée à s'intéresser aux jeunes. Sous son aile, elle ne nous a pas transmis que des connaissances techniques. Nous avons pu être le dépositaire de ce qu'il y a de meilleur pour elle. C'est des valeurs qu'elle nous a transmises. Elle savait nous écouter sans nous stigmatiser comme étant des jeunes comme on a l'habitude de faire. Elle savait attirer l'attention sur le potentiel qui était en nous, mobiliser beaucoup de ressources parce qu'elle y croyait. Et parmi cette génération de jeunes, j'en faisais partie. Et nous ne sommes pas devenus tout simplement des bénéficiaires de ce qu'on pouvait nous donner. Elle nous a transformés en acteurs. Parce qu'elle savait que le VIH allait décimer beaucoup de jeunes, particulièrement de notre génération. Mais comment cette personne a fait pour que des jeunes préfèrent venir l'écouter, être avec elle, à les sensibiliser, que d'aller regarder un match de NBA, mais particulièrement à l'époque de Michael Jordan, à l'époque de Michael Jackson, à l'époque de MC Hammer. Docteur, tu dansais MC Hammer? Ah, bien ça. Et cette personne a continué, et des années plus tard, nous sommes devenus des acteurs de la riposte contre le sida. Et toute cette génération de jeunes sont tous devenus des personnalités respectées. Et j'en fais partie. Et tous ensemble, j'aimerais que vous vous levez pour que je remercie cette dame. Elle est ici présente. Maman Eva-Marie Kolsek, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci bien.
À mon nom et au nom de toute cette génération de jeunes, nous vous remercions du fond du cœur. C'est la particularité du leader et c'est avec elle que j'avais commencé. Regardez cette image. Vous connaissez ce monsieur? Maman Dior Ndiaye a dit « Oh là là ». Je ne savais pas qu'il s'appelait « Oh là là ». Vous, mademoiselle, au fond, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce monsieur? Il y a d'autres micros, baladeurs, s'il vous plaît? Mademoiselle, n'ayez pas peur. Quoi, un beau garçon comme moi te pose une question, tu as peur de répondre? Je ne vais pas t'inviter à dîner alors. Alors, quand tu vois cette image, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? C'est Hitler. C'est Hitler. Ça, c'est son nom, mais tu ne me dis pas ce qui te vient à l'esprit. Il a fait beaucoup de mal aux gens. Hmm? Il a fait beaucoup de mal aux gens. Donc Il a fait beaucoup de mal aux gens. Oui. Qui d'autre? Est-ce que cet homme était un leader? Oui, allez-y. Parlez fort. Oui, c'était un leader. Mais malheureusement, selon moi, pour avoir autant de personnes... merci. Oui, c'était un leader, mais malheureusement, selon moi, pour avoir autant de personnes qui le suivent, il a dû faire des lavages de cerveau. Tu étais présent quand il faisait ça? Mais son point fort, quand même, c'est que il a considéré son pays comme étant suprême et souverain. Du coup, je me dis que c'est pour ça que beaucoup d'Allemands étaient derrière lui, malgré toutes les horreurs qu'il faisait. Oui. C'est juste pour un mot, il était un bon orateur, tout simplement. Il était un bon Un orateur. bon orateur, oui. Ok. C'est pour cela que les gens le suivaient, donc il a su viser. Voilà, Il a su viser. Et puis voilà, défendre son pays. Voilà, donc. Très bien. Oui, monsieur? Merci de rappeler votre nom et le pays d'où vous venez. Bonsoir, moi je m'appelle Agbeto Fanadji Doné. Oui, c'est Hitler, ça nous rappelle la guerre. Oui, il a été un bon orateur, mais honnêtement, avec ce que nous suivons aujourd'hui dans le monde, j'aimerais aimer être à l'époque où il y avait la guerre pour savoir vraiment ce qui s'était passé. Parce qu'on a toujours dit que ceux qui ont gagné la guerre, c'est eux qui racontent la guerre. Donc j'aimerais être à son époque pour pouvoir raconter la vraie histoire. Je suis désolé, mais ce qu'on sait, ce n'est pas forcément la vraie histoire. Merci. C'est intéressant. Hector Okonse, je viens du Togo. Alors, quand je vois Hitler, je pense à populiste, je pense à leader charismatique, je pense à fédérateur, je pense surtout à ultranationaliste, mais je pense aussi à la Shoah. Oui. Wow, très profond. Merci beaucoup. Regardez cette image. Cet homme, il est aimé par son peuple, il n'est pas aimé. Mohamed, donne le micro à cette belle dame. Les hommes, tu sais, nous, on ne se lave même pas. Maman, oui. Allez-y. Alors bonjour à tous, je suis Corinne Ouattara, ivoirienne. Hitler était aimé parce que moi, quand je le vois, je vois un dictateur, un leader qui a su faire partager sa vision à son entourage. Effectivement. Voilà une personne qui a su amener son peuple, qui l'a dirigé une main de maître, qui a mis en avant un leadership dominant, mais un leadership qui a coûté la vie à des millions et des millions de personnes. Est-ce que vous savez que c'est nos sociétés, c'est nos communautés qui fabriquent des personnes comme ça? Vous êtes d'accord ou pas? Oui, c'est nous qui fabriquons des personnes comme ça. Et quand des personnes comme ça accèdent au pouvoir, ils organisent la façon dont ils veulent vivre. Hitler, quand il vous parle, vous avez raison, madame, c'est comment? Rada? Raila? Waouh! Ah, voilà, ça vient maintenant. Il vous emprunte votre esprit et votre corps et vous le rend après. Parce que tout de sa personnalité était lié à sa capacité à dominer.
Dans une réunion avec ses généraux, Hitler met un coq sur la table. Il le déplume étape par étape, jusqu'à ce qu'il ne reste aucune plume sur la poule, sur le coq. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il jette des graines de maïs et se met à marcher, et le coq saute de la table et se met à le suivre. Qu'est-ce qu'il a voulu les apprendre selon vous? Oui, beaucoup de personnes finissent par dépendre de ceux qui déposent des violences sur eux. Il dit, quel que soit ce que vous les faites, si nous pouvons les rendre dépendants de nous, nous continuerons à les dominer. Alors, quelle est la jeune fille qui dépend d'un garçon qui lui brise le cœur et elle ne veut pas l'abandonner? Il y en a qui se cachent. Toi, tu es suspecte, madame. Tu es très suspecte. Mohamed, deuxième slide. Qui est ce monsieur? Steve Jobs. Ouais. Et sa photo vous inspire quoi? Un visionnaire. Oui, qui d'autre? Hein? Un homme qui avait prédit l'avenir. Oui, moi j'irai plus loin, je dirais qu'il a façonné l'avenir et nous a obligés à le suivre avec. Ok. Ces deux personnalités que vous venez de voir, qu'est-ce qui les différencie? Hitler et Steve Jobs, comme des leaders. Il y a la maîtrise du pouvoir. Donnez-moi tout un chacun d'entre vous, ici, la différence que vous voyez entre ces deux leaders. Steve Jobs était un leader? Oui? Mohamed, tu lui donnes le micro. Alors, je peux dire l'orientation de leadership. L'orientation du leadership. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait avec son leadership? Merci. Qui d'autre? Massamba? C'est la mission. Quoi dans la mission? Ils ont des missions assez différentes. L'un a plongé le monde dans des guerres. L'autre, lui, a été utile à l'humanité tout entière. Allez-y. L'un a fermé les fenêtres. Voilà. L'autre a ouvert. Exactement, voilà. Donc, il a permis au monde de se découvrir et l'autre non. Il voulait que voilà, ça soit un monde fermé. Voilà. Enfermé. Voilà. Très bien. Il y a quelque chose qui les unit tous les deux. C'est qu'ils ont osé. C'est qu'ils nous freinent. Je reste persuadé que vous vous levez tous le matin, depuis que vous avez entamé la lourde mission de devenir des médecins, que vous portez des vidéos, que vous avez envie de faire des choses qui vont changer le monde. Est-ce que je peux écouter 2 ou 3 jeunes me dire, depuis qu'ils sont médecins, qu'est-ce qu'ils aimeraient vraiment faire qui peut changer le monde de la médecine? Qui a le courage de partager avec moi son rêve? Vous n'en avez pas? Mademoiselle? Moi, spécialement, ce qui m'intéresse, c'est la psychiatrie. Et j'ai vu qu'en Afrique subsaharienne, bon, moi je suis camerounaise, j'ai vu qu'au Cameroun, c'est pas vraiment
un domaine qui est développé parce que chaque fois qu'on a un problème psychiatrique, peut-être une personne qui fait un accès psychotique aigu ou bien une schizophrénie, on dit juste que c'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Moi, j'ai envie que ça change parce que depuis que j'ai appris la psychiatrie, les troubles psychiatriques et tout, je me dis que les gens doivent comprendre que non, c'est pas forcément de la sorcellerie, il y a une explication et tout. Donc moi, c'est un peu mon objectif, ouvrir l'esprit des gens sur la psychiatrie et les troubles psychiatriques. Ça existe et c'est pas les maladies des blancs. Ça, c'est mon objectif. Bravo. Mademoiselle, finalement, les gars, Dr Gallo va avoir raison, les garçons ne parlent pas ce matin. Allez-y. Good morning. Good morning. My name is Regina Tete. I'm from the University of Ghana Medical School. Mm-hmm. Yes, so I'm very passionate about the prevention of cervical cancer because from what our leaders even spoke about today, cancer is one of the non-communicable diseases. And it's very difficult to identify the exact cause of cancer. But one cancer we are fortunate enough to know what causes it is the cervical cancer. As we know, the human papillomavirus is the common organism that causes it. So I'm passionate about putting in measures to help prevent cervical cancer in women, which has got to do with education and then the use of vaccination. But this vaccination is usually very expensive in Africa. I'm coming from Ghana, and it's very, very expensive. You need no less than 700 cedis to afford this vaccination. So it's one of my vision to actually provide some of these free vaccines to women in Ghana to prevent this cervical cancer in general. Thank you. Réussir à sauver beaucoup de femmes dans ce pays au Ghana pour lutter contre le cancer. Oui, très beau rêve. Madame? Bonjour à tous, moi c'est Aïdego Egypti, étudiante en pharmacie au Bénin. Moi, mon objectif c'est trouver des voies et moyens pour permettre à l'Afrique de pouvoir avoir des industries pharmaceutiques parce qu'on remarque qu'en Afrique, nous n'en avons pas assez et que nous importons la majorité des médicaments que nous consommons. Donc, j'aimerais qu'on trouve, je ne sais pas encore comment, mais des voies et moyens pour pouvoir transformer nos plantes et les ressources que nous avons en vue de pouvoir fabriquer nos propres produits. Bravo. Alors, laissez-moi vous dire une chose, pas par vous manquer de respect, mais ces deux personnes n'ont rien que vous n'avez pas. Ils n'ont rien que vous n'avez pas. Ils ont juste un seul mot, oser. Ils ont osé aller de l'avant. Micro à ce monsieur. Par rapport à les deux personnalités ont quelque chose à Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Dr Gawara Amara, je viens de la Guinée, je suis médecin de formation. Merci. Et en fait, les deux personnalités ont quelque chose en commun, c'est oser. Mais ce que je voulais ajouter à ça, c'est la confiance en soi. Si vous osez et que vous n'avez pas confiance en soi, vous allez douter. Et quand vous doutez, vous ne pouvez pas atteindre votre objectif. C'est ce que je voulais ajouter. Cet homme a osé. Il n'était pas forcément l'homme le plus intelligent de l'Allemagne. Il n'était pas forcément le plus instruit. Il a cru à ses rêves. Et ce qu'il en a fait, malheureusement, est triste. Mais il avait tous les atouts pour être une personne extraordinaire sur l'humanité. Et Steve Jobs a cru. Particularité de cet homme, c'est qu'il savait poser des bonnes questions. Lorsqu'il a rassemblé son équipe à Apple, il les a demandé c'était quoi cet appareil, un téléphone portable. Et il a dit, celui qui me répond téléphone portable, je le vire. Et il repose la question, c'est quoi cet appareil? Tant que vous ne l'aurez pas trouvé, taisez-vous. Et il va dans son bureau, il commence à travailler. Et chaque jour, il revient, c'est quoi cet appareil? Comment nous voyons les choses? Comment nous les interprétons? Ceux qui ont cette force capacité d'aller plus loin
Parce que souvent, ce n'est pas la réponse qui est forcément obligatoire, c'est de ne pas vous tromper de la question que vous devez vous poser là où vous êtes. Et quand aussi il le faut. Il revient un matin et il leur dit, cet appareil est l'appareil le plus proche de l'être humain. Et j'aimerais que l'être humain puisse faire tout ce qu'il veut avec. Et il retourne à son bureau, travaille d'arrache-pied, il sort l'iPhone. Vous connaissez tous l'impact de l'iPhone dans le monde de la téléphonie. Et durant cette période qui régnait dans le monde de la téléphonie, Nokia, qui est devenu Nokia. Chut. Il y avait qui d'autre aussi, en particulier, la particularité, il y avait Samsung. Samsung a su s'adapter. D'autres n'ont pas. Eux, voilà leur force. Ils osent, mais ils savent s'adapter. Il y a aussi un aspect sur lequel ils savent travailler avec force et détermination. Ça aussi, ils l'ont juste plus que nous. Ils savent entreprendre des dynamiques de changement et s'adapter. Il y a un animal que j'adore. Parfois, quand je marche à Dakar, je le vois rentrer au palais de la République devant les militaires et leurs mitraillettes et tout ce qu'il faut. Non, ce n'est pas un chat. C'est le rat. Non, j'adore ce monsieur. Et un jour, je regarde un agent de police, il me regarde, le rat rentre à la présidence, je le regarde, il me regarde. Je lui dis, pourtant, moi, je suis citoyen sénégalais qui paye des taxes, je n'ai pas le droit de rentrer ici. Hein. Le policier regarde et me dit, mais lui aussi, il est sénégalais. N'est-ce pas? Darwin disait que dans l'origine des espèces, ce n'est pas les plus forts qui ont survécu, mais c'est ceux qui ont su s'adapter. Mais s'adapter nécessite quelque chose de très complexe en nous. Il m'a fallu du temps, dans les différents passages de ma vie, d'acteur communautaire, les communautaires accompagnants, jusqu'à voir des personnes qui avaient la force de changer et essayer de voir comment ils ont réussi cela. Mohamed, sur le changement de comportement. Particularité, combien de fois vous vous êtes levé en disant changer quelque chose en vous? Question un peu difficile, mais nous allons essayer de voir. Qui veut changer quoi en lui, en tant que futur médecin? Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir changer en vous? Monsieur le docteur? Moi, ce que j'aimerais changer actuellement par rapport à mes comportements, par rapport à la pratique des médecins en Afrique, c'est les interactions sociales. Parce qu'on peut avoir des compétences techniques, mais la façon dont on réagit avec nos patients crée toute la différence. Vous allez, parce qu'aujourd'hui, les patients sont devenus acteurs de leur propre santé. Si vous ne prenez pas en compte leur vécu, vous n'allez pas pouvoir guérir les patients. Et donc, ces réflexions-là doivent amener tous les médecins africains à prendre en compte les interactions sociales dans nos CHU, dans nos centres de santé, pour pouvoir intégrer le patient qui soit acteur de leur propre santé. Merci beaucoup. Avec l'aide de Mohamed, mon assistant, la question était de savoir, par rapport à ce qu'on va faire ce soir en leadership, est-ce qu'il serait pertinent de le faire sans vous donner des outils sur le changement de comportement? Slide, Mohamed. Ces deux que vous voyez consomment de la drogue. Un jour, l'un fait une overdose, l'autre pas. Slide, Mohamed. OK. Ils font la même chose. Lui subit les conséquences, l'autre pas. Slide. Deux hackers s'adonnent à pirater des comptes. Ils se font de l'argent sur le compte privé des gens, les banques,
les monnaies banking et tout. Conséquence, l'un va se faire arrêter par la police, mais l'autre va échapper. Slide. 2 jeunes filles aiment coucher avec des hommes pour avoir de l'argent. Conséquence, l'une va être atteinte du VIH, sera infectée, l'autre n'aura rien. Vous avez 3 profils de personnes qui font les mêmes choses. Les uns subissent les conséquences, ils sont à gauche. Les autres n'ont rien, mais ils ont fait la même chose. Qu'est-ce qui les différencie? Allah? On va noter ton intervention, prudence, vigilance. Vigilance, prudence ou un coup de chance. Voilà. Ou un coup de chance. Coup de chance. Voilà. Moi, je pense qu'ils ont tout simplement eu de la chance. Ou bien? La chance. Est-ce que quelqu'un parmi nous ici peut manipuler la chance à sa guise? L'avoir toujours à ses côtés? Merci. Docteur, merci de vous présenter. Bonjour tout le monde, Farah Chouli, PhD de Marrakech. Alors la chance ici réside donc pour les 2 cas en fait. Là, c'est une chance qui est positive pour s'améliorer et éviter de recommencer. Et là, donc une chance, mais je crois que là, dans ce cas-là, ils vont refaire la même chose, peut-être. Probablement. Donc je crois qu'ils devraient avoir la chance de tomber dans l'autre cas. Waouh, Merci à vous. Une réflexion intéressante. Monsieur, allez-y. Oui, professeur Bassi Gildas de la Côte d'Ivoire. J'aime bien définir la chance comme étant le croisement de la préparation et de l'opportunité. Je pense que les personnes de droite prennent le temps de se préparer et de résister à ce qui leur arrive. Donc c'est un peu ma définition de la chance. Merci beaucoup. Slide Mohamed. Réfléchissez 10 secondes et imaginez actuellement si vous devez subir les conséquences de tous vos actes négatifs, à quoi ressemblerait votre vie? Si vous devez subir les conséquences de vos actes actuellement, à quoi ressemblerait votre vie? 10 secondes. Bien. Je veux juste un mot qui décrit actuellement à quoi va ressembler votre vie. Docteur, tu dirais quel mot? Juste le mot. Mort. Qui d'autre? Vous avez dû faire beaucoup de bêtises, hein? Vous êtes dans quel état, dans quelle situation? Comment vous vous sentez face à cette question? Reconnaissant envers qui? Quand on réfléchit à la question, la réponse n'est pas claire. Je ne saurais pas vous dire où est-ce que je serai, mais je pourrais au moins vous dire où est-ce que je ne serai pas. C'est au Forum Galien. Toi, tu as des comptes à me rendre après. Alors, ce qu'on ressent quand on prend ces 10 secondes et qu'on réfléchit et qu'on se rend compte de tout ce qui aurait pu nous arriver, le mot qui me vient, moi, c'est de la reconnaissance. Envers qui? Envers Dieu. C'est très fort. Merci bien. Ouais. Professeur, vous avez levé la main? Oui. Ouais.
je ne sais pas si je fais partie de la cohorte informée. Ah mais oui. Mais c'est important. Mais pour moi, je pense que ça doit nous ramener plutôt à nos stades actuels. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas devenir malchanceux? Et ça nous ramène en un mot à quelle est notre raison d'être. C'est à cette question profonde et que si on y pense, on se consacre là-dessus. Et je fais référence à certains rêves qu'on a entendus tout à l'heure. Quelqu'un veut fabriquer les médicaments parce que l'Afrique doit être à mesure de fabriquer son propre médicament, etc. Et toutes les innovations qui ont été annoncées. Alors, si on se focalise là-dessus, il est sûr qu'on ne tombera pas dedans. Merci beaucoup. Alors, Slide Mohamed, ce processus de changement de comportement, il est long, il est complexe, il est très difficile. Ça demande à accepter que la plus complexe des relations, parce que nous sommes des êtres de relation et de communication, c'est la relation que nous avons avec nous-mêmes. Et que la personne que nous devons aimer en premier pour être capable d'aimer les autres, c'est nous-mêmes. Est-ce que vous savez que c'est de l'amour que nous reflétons qui retentit chez les autres? Une personne qui ne s'aime pas ne devrait pas être étonnée que personne ne l'aime. Et pour ça, cet amour de soi, il commence par un déclic. Un déclic qui vous ramène à réfléchir par rapport à une situation donnée. Un fumeur de drogue qu'on révèle qu'elle a une overdose peut subir un déclic. Une jeune fille qui, suite à des relations sexuelles, voit ses retards de règles perturbés, ça peut être un déclic. Voir une personne mourir d'une chose que nous faisons peut aussi être un déclic. Est-ce que venir participer au Forum Galien est un déclic? Je ne vous entends pas. Bravo. Mais le déclic seulement ne suffit pas, parce que la plupart du temps, nous confondons vérité et réalité. Et l'exemple que je prends le plus souvent, c'est parler avec quelqu'un est différent de parler sur quelqu'un. Et la plupart du temps, les personnes qui nous sont chères et à qui nous ne souhaitons pas des choses qu'ils sont en train de faire dans leur vie, telles que consommer de l'alcool, telles que avoir des comportements de violence, n'est-ce pas? La plupart du temps, nous parlons sur eux, mais nous ne parlons pas avec eux. Deuxièmement, cet usage progressif de la deuxième personne du singulier qui est deuxième personne du singulier, plus fort, tirer sur le tu, ça devient un klaxon infernal et vous finissez par tuer la personne. Alors que le plus efficace aurait été d'essayer de créer un déclic avec cette personne. Alors, comment est-ce que vous comptez faire pour aider un ami médecin qui fume? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Bon, s'il y a des médecins qui fument, ça devient intéressant. Est-ce qu'un médecin doit fumer? Qu'allez-vous dire à votre ami médecin qui fume pour qu'il arrête de fumer? Mohamed, il y a une grande dame qui lève la main. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, on lui dira de prendre conscience. Il faut lui faire prendre conscience de ce qu'il est en train de faire. Parce que étant médecin, il voit les conséquences du tabac. Il sait que le tabac nuit des orteils, comme on le dit, des orteils aux cheveux. Donc, il doit prendre conscience de ça et voir les patients, les conséquences du tabac sur les patients qui sont en train de fumer. Et vraiment, ça doit l'amener à arrêter de fumer et de prendre conscience vraiment. Très bien. Tu peux garder le micro, qu'on ait un échange, toi et moi. Lève-toi. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Moi, c'est
Docteur Sal Binta, je suis médecin de formation, je viens du Mali. Du Mali. Oui. Merci Binta. Tu habites dans quel quartier à Bamako? À Faladia Sema. Moi, j'ai grandi à Médine-Croix. Et j'allais faire le voyou avec mes copains sur la montagne. On allait chercher des abans. Alors, un médecin, n'est-ce pas, qu'il connaît, c'est quiconque les conséquences du tabac. Oui. Selon toi, pourquoi est-ce que ce n'est pas une raison pour qu'il ne fume pas? Peut-être parce que un de ses parents proches ou quelqu'un n'est pas décédé de ça ou il n'a pas eu ce déclic, comme vous le direz. Oui, mais le fait qu'il soit médecin et qu'il sache tout ce qu'il y a comme danger dans le tabac, pourquoi ce n'est pas une raison pour qu'il ne fume pas? Est-ce que la question est facile? Non. Oui. Merci Binta, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Hadi Dien, je suis de l'UGB. Alors, si c'était moi, j'allais lui poser une seule question. Pourquoi tu fumes? D'accord, mais moi je t'ai posé une question avant auquel tu ne m'as pas répondu. Ah, les femmes, hein. Les hommes, vous apprenez, hein. Oui. Mais j'accepte beaucoup cette démarche et je vais y revenir après. Merci beaucoup, Hadi. Oui. Mohamed, il y a une dame là-bas qui a levé la main. Merci de vous présenter. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Linda Kofi, étudiante en médecine à l'Université d'Abidjan. Je suis en 6e année de médecine. Bon, moi, je dirais qu'il faut pouvoir dissocier la personne de la profession. Donc, sa profession, il est médecin, ok, mais sa personne, c'est cette personne-là qui fume. Donc, bien vrai qu'il est médecin, il connaît toutes les conséquences, mais sa personne propre, lui, il aime fumer, donc c'est sa nature en fait. Donc c'est un peu ce que je veux dire. J'apprécie très fort le fait que vous fassiez la distinction entre le titre et la personne. Merci beaucoup. Ici, Mohamed, s'il te plaît. Merci. Moi, pour répondre, je vais revenir à ce que la dame a dit tout à l'heure, qu'il faut lui poser la question pourquoi il fume. Parce que nous sommes tous médecins. Un étudiant à partir de 5e, voire 4e année de médecine sait quelles sont les conséquences du tabac sur la santé. Mais maintenant, je pense que cette personne-là a décidé de fumer parce qu'elle prend plus les avantages, enfin, les faux avantages que lui donne le tabac sur son corps. Donc, genre, cette petite satisfaction éphémère-là, c'est de ça qu'elle se contente, en oubliant les effets secondaires. Et aussi, les gens ont toujours tendance à se dire que ça ne peut pas m'arriver à moi, ce sont les maladies des autres. Donc, quand tu fais un truc qui peut nuire à ta santé, tu as toujours tendance à te dire non, ça ne peut pas m'arriver en fait. Donc, tant que ça n'arrive pas, tu vas toujours te dire non, ça ne peut pas m'arriver. Moi, je me dis que c'est un peu ça. Très bien. Très bien. D'ailleurs, merci de vous présenter. Oui, bonjour, Anne Bach-Gély. Moi, je ne suis pas du tout médecin, mais je travaille dans l'informatique. Et ce que je voulais dire, en fait, je pense qu'en 2023, tout le monde connaît les conséquences néfastes de fumer. Enfin, on sait tous qu'il y a des risques de cancer, etc. Mais par rapport à ce que vous dites, je pense que c'est la volonté de la personne, à un moment, de dire bah, tant pis, je vais avoir l'air moins cool quand je serai en soirée, mais je décide d'arrêter de fumer. C'est comme vous, tous étudiants en médecine, à un moment, il faut avoir la volonté d'étudier plutôt que d'aller faire la fête avec ses copains le soir ou le samedi, ou des choses comme ça. Très bien. C'est comme... Voilà. Mohamed, il y a une dame au fond derrière. Bonjour à tous, je me nomme Berfina Okongo, étudiante en 5e année de médecine à l'université Euromède. Et par rapport à la question, je dirais que l'addiction parfois est plus forte que la prise de conscience. Des fois, quand on discute avec des personnes qui sont tabagiques, tu pourrais leur demander est-ce qu'ils connaissent les connaissances du tabac. Ils te diront que oui, j'en suis bien conscient, je sais ce que c'est. Mais ce que me procure le tabac m'enlève cette pensée-là. Donc, deux fois, je pense que l'addiction est au-delà de la prise de conscience. Tout à fait.
Merci beaucoup pour cette intervention. Dernière intervention ici. Alors, il y a quelqu'un qui venait de dire que lui poserait la question à son collègue médecin, pourquoi est-ce qu'il fume? Je pense moi aussi je ferais la même chose, mais je voudrais aussi ajouter que quand on est médecin par exemple et qu'on fume, parce que c'est pour un peu évacuer le stress. Il y a des gens qui font ça, moi je n'ai jamais fumé, mais j'imagine en fait qu'il y a la pression est assez forte et les gens se donnent à cette addiction pour pouvoir sortir du stress. Ce que moi je ferais par exemple, c'est essayer d'accompagner cet ami pour lui dire par exemple, il y a d'autres techniques pour gérer le stress. Il y a par exemple la respiration abdominale, il y a par exemple le sport. Moi j'aimerais peut-être plutôt proposer d'autres solutions à cet ami et si j'ai le temps l'accompagner doucement et avec le temps lui-même va comprendre en fait que avec ces autres techniques, il arrive à s'en sortir avec son stress et avec le reste et il pourrait abandonner la cigarette. Merci. Merci du conseil. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais est-ce que vous savez que s'aimer est l'un des exercices les plus difficiles de la vie? N'est-ce pas, mon ami? Eh oui, apprendre à s'aimer, au sens propre du terme, est l'un des exercices les plus complexes de la vie. Est-ce que vous savez que le défaut que nous portons, nous sommes les premiers à en subir les conséquences? Apprendre à s'aimer, ce n'est pas une destination, c'est un cheminement de toute la vie. Non pas avec ce qu'on a, mais particulièrement avec ce qu'on est. Les jus de fruits coûtent moins cher, sont meilleurs pour notre santé. L'alcool coûte très cher, détruit notre santé, mais on consomme plus d'alcool que nous buvons des jus de fruits. Pour beaucoup de femmes africaines, le beurre de karité est meilleur pour la peau et ça ne coûte pas cher. Mais des produits toxiques avec lesquels elles se dépigmentent la peau coûtent excessivement cher. Moi, je préfère aller à la mosquée parce que l'entrée est gratuite et j'ai la compagnie des anges que de payer 50 000 francs pour aller danser en boîte de nuit. De toujours, maman. J'ai toujours été sage. Julie, ça c'est de la corruption, hein? N'est-ce pas? Pourquoi dépensons-nous autant de nos moyens pour nous nuire? Parce que si un paquet de cigarettes peut coûter 1000 francs, se soigner d'un cancer ou des maladies causées par le tabac va nous coûter des millions. Et que notre plus grand défi, c'est la maîtrise de nos passions. Jusqu'où sommes-nous capables de préférer nos principes, nos valeurs, nos idéaux à l'emportement de nos passions? Et quels sont les outils que nous disposons pour avoir la capacité de maîtriser nos passions? Quel est l'avantage de vivre avec ces idéaux? Quelle est la conséquence de suivre ces passions? Si je vous le dis, vous ne serez pas à l'aise d'aller prendre votre petit déjeuner. La pause est arrivée. Si vous avez le courage de m'affronter, je vous attends tout à l'heure. Merci de m'avoir écouté.